Imaginez une planète vivante. 300 millions d'années d'évolution, des forêts qui s'étendent à perte de vue, des océans grouillants de créatures que nous n'avons jamais vues, des récifs coralliens grands comme des continents, des prédateurs parfaits, façonnés par des millions de générations de sélection naturelle. Maintenant imaginez que tout cela disparaît, pas en millions d'années, pas progressivement, en un battement de cœur géologique, en moins de 100 000 ans. La Terre perd 96% de toutes ses espèces marines, 70% de toutes les espèces terrestres. Les récifs coralliens s'effacent de la surface des océans pour 10 millions d'années. Des écosystèmes entiers, construits sur des centaines de millions d'années d'évolution, s'évaporent comme de la rosée au soleil. Ce n'est pas la fin des dinosaures, ce n'est pas l'astéroïde du Yucatan que tout le monde connaît. C'est pire, infiniment pire. C'est il y a 252 millions d'années, et les scientifiques l'appellent la Grande Mort. Il y a eu 5 grandes extinctions de masse dans l'histoire de la vie sur Terre. Celle des dinosaures, la plus célèbre, n'était que la 5e. Mais l'extinction de la fin du Permien, elle, est dans une catégorie à part. Elle est la première, elle est la plus violente. Elle est la seule qui ait failli effacer la vie elle-même de cette planète. Failli. Parce que quelque chose a survécu. Et c'est peut-être la question la plus troublante de toute la paléontologie. Comment ? Comment est-il possible que quoi que ce soit ait survécu à ce que la Terre a déchaîné sur elle-même ? Aujourd'hui, nous allons descendre dans les archives de Pierre. Nous allons lire les couches géologiques comme les pages d'un roman catastrophe. Nous allons suivre les traces de paléontologues qui ont passé des décennies à reconstituer la plus grande horreur de l'histoire naturelle. Et nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé, vraiment passé, il y a 252 millions d'années, quand la Terre a failli tout perdre. Accrochez-vous. Cette histoire est vertigineuse. Pour comprendre la mort, il faut d'abord comprendre ceux qui vivaient. Fermons les yeux, remontons le temps. 260 millions d'années avant notre ère, soit une vingtaine de millions d'années avant la catastrophe. Nous sommes au Permien moyen, et la Terre est un monde que vous ne reconnaîtriez pas. Il n'y a qu'un seul continent, un seul. Les géologues l'appellent la Pangée, du grec ancien, toute la Terre. Imaginez toutes les masses terrestres actuelles fusionnées en un seul bloc colossal, entouré d'un océan unique que les scientifiques nomment la Panthalassa. Cet océan couvre près de 70% de la surface du globe. Il est vaste comme rien de ce qui existe aujourd'hui, plus profond, plus chaud par endroits, et vivant, d'une vitalité que nous peinons à concevoir. Les récifs du Permien sont différents de ceux que nous connaissons. Ils ne sont pas construits principalement par des coraux tels que nous les entendons aujourd'hui. Ils sont façonnés par des organismes appelés brachiopodes, par des bryozoaires, par des éponges calcaires, par des crinoïdes, ces lys de mer qui tapissent les fonds comme des forêts sous-marines. Un chercheur du Musée américain d'histoire naturelle a comparé ces récifs permiens à des cathédrales biologiques, des structures construites sur des millions d'années, abritant une biodiversité que les océans modernes n'ont jamais tout à fait retrouvée. Dans ces eaux vivent des créatures extraordinaires. Les ammonoïdes, cousins éloignés des nautiles actuels, spiralent dans les colonnes d'eau en spirale parfaite, certains aussi grands qu'une roue de char. Les requins du Permien sont diversifiés au-delà de toute imagination. Il en existe des centaines d'espèces, des formes aplaties comme des raies, des formes allongées comme des anguilles, des prédateurs à dents hélicoïdales dont personne ne comprend encore tout à fait la fonction. Les poissons osseux prolifèrent. Les échinidermes tapissent les fonds. Et dans les eaux peu profondes des mers épicontinentales, la vie foisonne à une densité que les océans actuels, déjà appauvris par des millénaires d'activité humaine, ne peuvent plus égaler. Sur Terre, c'est une autre histoire, et une histoire fascinante. Parce que nous sommes encore loin de l'ère des dinosaures. Les dinosaures n'existent pas encore. Ceux qui règnent sur la Pangée, ce sont leurs prédécesseurs, des créatures que l'on regroupe sous le nom de synapsides et d'archosaures, et qui représentent certains des prédateurs les plus redoutables que la Terre ait jamais portés. Prenez le Gorgonops, un carnivore de taille variable, certaines espèces atteignant 2,5 mètres de long, avec une tête massive, des canines saillantes comme des poignards, et une posture semi-dressée qui préfigure déjà les mammifères. Il n'est pas un dinosaure. Il n'est pas tout à fait un reptile au sens moderne. Il est quelque chose d'intermédiaire, quelque chose d'unique au Permien, un prédateur parfaitement adapté à son monde, au sommet de la chaîne alimentaire de son époque.
Selon les analyses biomécaniques publiées dans le Journal of Vertebrate Paleontology, sa morsure était suffisamment puissante pour broyer les os de ses proies. Sa denture rappelle, de loin, celle d'un sabre, et ce n'est pas un hasard si on l'a parfois comparé aux félidés à dents de sabre qui viendront des dizaines de millions d'années plus tard. À ses côtés prospèrent les dicynodontes, des herbivores trapus, parfois de la taille d'un hippopotame, avec 2 défenses caractéristiques et un bec. Ce sont les bovins du Permien, les grands herbivores qui maintiennent les écosystèmes terrestres en équilibre. Selon des estimations paléontologiques, certaines espèces de dicynodontes formaient des troupeaux de plusieurs centaines d'individus, broutant les fougères et les prêles géantes qui couvraient les plaines de la Pangée. Les forêts du Permien sont étranges à nos yeux. Pas de fleurs, pas d'herbes, des fougères arborescentes, des prêles géantes, des conifères primitifs, des Glossopteris, ces fougères à graines dont les fossiles, retrouvés sur tous les continents du Sud, ont fourni à Alfred Wegener l'une de ses premières preuves de la dérive des continents. Ces forêts sont denses, humides par endroits, arides par d'autres, car la Pangée est un continent si vaste que son intérieur est coupé des influences océaniques. Un désert central d'une taille que rien dans notre monde actuel ne peut égaler s'étend au cœur du supercontinent, balayé par des vents brûlants qui ne ressemblent à rien de ce que nous connaissons. C'est dans cet équilibre complexe, fragile comme tous les équilibres, que la vie a prospéré pendant des dizaines de millions d'années. Et puis quelque chose a commencé. Quelque chose de lent d'abord, imperceptible à l'échelle d'une vie, d'une génération, même d'une espèce, mais inscrit dans la roche avec une précision implacable pour quiconque sait lire les archives géologiques. Quelque chose a commencé à changer, et ce changement allait tout détruire. La Sibérie brûlait. Pas métaphoriquement, pas à l'échelle humaine. La Sibérie brûlait au sens littéral, géologique, apocalyptique du terme, et elle allait brûler pendant près d'1 million d'années. Il y a 252 millions d'années, sous ce qui deviendra la Russie centrale et septentrionale, une anomalie mantélique d'une puissance inimaginable a commencé à pousser vers la surface. Les géologues appellent ce phénomène un point chaud, un panache mantélique, une colonne de roches en fusion qui monte des profondeurs de la Terre comme une bulle dans une lampe à lave cosmique. Sauf que cette bulle avait la taille d'un continent. Ce qui en a résulté, on l'appelle aujourd'hui les TRAPS de Sibérie. Et si vous n'avez jamais entendu ce nom, retenez-le, parce que c'est probablement le phénomène volcanique le plus destructeur de toute l'histoire de la vie complexe sur Terre. Le mot TRAPS vient du suédois. Il signifie « escalier », en référence aux formations en gradins que laisse le basalte en se refroidissant. Mais le terme est presque comiquement inadapté à la réalité de ce que ces volcans ont produit. Les TRAPS de Sibérie ne sont pas un volcan. Ce ne sont pas quelques volcans. C'est une province volcanique de grande ampleur, une zone d'épanchement de lave qui a recouvert près de 7 millions de kilomètres carrés de roches basaltiques. Pour donner une échelle, c'est la superficie combinée de l'Union européenne et de l'Inde, recouverte de lave, en profondeur parfois supérieure à 3 kilomètres. Selon les données publiées dans la revue Science en 2019, le volume total de magma émis durant la phase principale des TRAPS de Sibérie dépasse 3 millions de kilomètres cubes. 3 millions. Si vous remplissiez la mer Méditerranée de lave, vous n'atteigneriez pas le 10e de ce volume. Mais ce n'est pas la lave qui a tué. C'est là que l'histoire devient vraiment terrifiante. Et c'est là que les paléontologues ont mis des décennies à comprendre le mécanisme réel de la catastrophe. Quand le magma sibérien a commencé à remonter vers la surface, il n'a pas jailli directement dans l'atmosphère libre. Il a traversé, sur des milliers de kilomètres, des couches géologiques riches en charbon, en évaporites, en calcaire carbonaté, des roches saturées de carbone, de soufre, de méthane. Et en les traversant, le magma les a volatilisés, les a transformés en gaz. Des quantités de gaz que l'esprit humain peine à concevoir. Des équipes de chercheurs de l'Université d'Édimbourg, dont les travaux ont été publiés dans Nature Geoscience en 2015, ont modélisé la quantité de dioxyde de carbone injecté dans l'atmosphère durant les phases les plus intenses de l'éruption. Leurs estimations convergent vers des dizaines de milliers de gigatonnes de carbone libérées en quelques dizaines de milliers d'années. Un rythme qui dépasse de plusieurs ordres de grandeur tout ce que l'humanité a produit depuis la révolution industrielle. Mais le dioxyde de carbone n'était que le début. Les évaporites, ces roches riches en sulfate et en chlorure que le magma traversait,
ont libéré des quantités massives de dioxyde de soufre et d'acide chlorhydrique. Le dioxyde de soufre, au contact de l'humidité atmosphérique, forme de l'acide sulfurique, ce qui signifie que l'atmosphère permienne s'est chargée en pluies acides d'une concentration que rien dans notre expérience moderne ne permet d'illustrer correctement. Selon les modèles climatiques développés à l'université de Bristol, le pH des précipitations dans les zones les plus affectées aurait pu approcher celui du vinaigre, suffisant pour dissoudre les coquilles calcaires des organismes marins, brûler le feuillage des forêts, stériliser les sols. Et puis il y avait le méthane. La traversée des couches charbonneuses et des sédiments organiques a libéré d'immenses quantités de méthane, un gaz à effet de serre dont le pouvoir réchauffant est, sur un horizon de 20 ans, 80 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. Certains chercheurs ont également avancé l'hypothèse, encore débattue mais prise très au sérieux, que le réchauffement initial provoqué par les volcans a déstabilisé les clatrates de méthane stockés dans les sédiments marins des fonds océaniques. Les clatrates sont des cages de glace emprisonnant du méthane dans les profondeurs froides des océans, et ils sont stables uniquement dans certaines conditions de pression et de température. Si les eaux de fond se réchauffent suffisamment, ces cages s'ouvrent. Le méthane s'échappe. Et son échappement accélère le réchauffement, qui libère plus de méthane, qui accélère encore le réchauffement. Les scientifiques appellent ce phénomène une boucle de rétroaction positive. Dans le langage de tous les jours, on pourrait l'appeler une spirale infernale. Les archives géologiques sont implacables sur ce point. En étudiant les ratios isotopiques du carbone dans les roches de la limite Permien-Trias, cette couche géologique précise qui marque la frontière entre l'avant et l'après, les chercheurs ont détecté une anomalie isotopique massive. Une chute brutale du rapport carbone 13 sur carbone 12. Ce signal, que les géochimistes reconnaissent immédiatement, indique une injection massive et rapide de carbone léger dans le système océan-atmosphère. Il est l'empreinte digitale d'une catastrophe volcanique de grande ampleur, et il est lisible dans les roches de Chine du Sud, d'Iran, d'Italie, du Groenland, partout où des sédiments de cette époque ont été préservés. La Terre elle-même a signé son crime dans la pierre. Mais pour comprendre ce que cela a signifié pour les créatures qui vivaient alors, il faut descendre sous la surface des océans. Il faut aller là où la première grande vague de mort a frappé. Là où les archives fossiles racontent une histoire d'une brutalité que même les paléontologues les plus chevronnés décrivent avec une sorte de stupeur. Il faut aller au fond de la Pantalassa. Et ce que nous allons y trouver va tout changer dans notre compréhension de ce qu'il est possible de perdre. Les océans ont commencé à mourir avant que quiconque ne s'en aperçoive. C'est l'une des réalités les plus troublantes de l'extinction du Permien. La catastrophe n'a pas frappé comme un coup de tonnerre. Elle a rampé. Elle a infiltré les systèmes vitaux de la planète l'un après l'autre, avec la patience implacable d'un poison à action lente. Et les océans, ces océans grouillants, hyperactifs, débordants de vie que nous avons décrits, ont été les premiers à sentir la morsure. Comprenons d'abord comment un océan fonctionne. Pas dans le détail chimique, mais dans ses grandes logiques de vie. Un océan sain est un océan en mouvement. Les eaux de surface, réchauffées par le soleil, s'évaporent et se chargent en sel, deviennent plus denses, coulent vers les profondeurs. Les eaux froides et riches en nutriments des profondeurs remontent vers la surface. Ce cycle, que les océanographes appellent la circulation thermohaline, est le moteur de la productivité marine. Il distribue l'oxygène dans les profondeurs. Il transporte les nutriments vers les zones photiques où la lumière permet la photosynthèse. Il maintient les gradients de température qui permettent à des milliers d'espèces de trouver leur niche. Quand la température globale monte, ce moteur ralentit. Et durant l'extinction du Permien, il s'est presque arrêté. Les données paléoclimatiques extraites des roches de la limite Permien-Trias indiquent un réchauffement des eaux de surface tropicales de l'ordre de 8 à 10 degrés Celsius en quelques dizaines de milliers d'années. Une étude publiée dans Science en 2018, menée par une équipe internationale dirigée par le paléoclimatologue Jonathan Payne de l'université Stanford, a affiné ses estimations en analysant les ratios isotopiques de l'oxygène dans des dents de conodontes, ces petits organismes marins dont les éléments dentaires phosphatés constituent d'excellents thermomètres géochimiques. Leurs résultats sont vertigineux. Dans les eaux tropicales peu profondes, la température a pu atteindre 40 degrés Celsius par intermittence. 40 degrés. La température d'un bain insoutenable pour la quasi-totalité des organismes marins qui vivaient alors.
Mais la chaleur n'était que la première des 3 grandes armes que les océans en crise ont retournées contre eux-mêmes. La deuxième arme, c'était l'anoxie. Quand l'eau se réchauffe, elle retient moins d'oxygène dissous. C'est un principe physique fondamental. Parallèlement, le ralentissement de la circulation thermohaline signifiait que les eaux profondes n'étaient plus renouvelées. L'oxygène qu'elles contenaient était consommé par la décomposition de la matière organique et n'était plus remplacé. Les profondeurs océaniques sont devenues des zones mortes, anoxiques, dépourvues d'oxygène, qui ont progressivement remonté vers la surface comme une marée noire invisible. Les archives géologiques de cette anoxie sont spectaculaires. Dans les roches noires bitumineuses de la limite Permien-Trias, retrouvées en Chine du Sud, en Iran et dans les Alpes italiennes, les chercheurs observent des sédiments finement laminés, ce qu'on appelle des laminites, qui témoignent de l'absence totale d'organismes fouisseurs dans les fonds marins. Quand un fond marin est oxygéné et vivant, les vers, les crabes, les échinodermes le bioturbent en permanence, mélangent les sédiments, effacent les lamines. Quand ces lamines sont préservées intactes sur des dizaines ou des centaines de centimètres, cela signifie une seule chose: rien ne vivait là. Rien du tout. La troisième arme était peut-être la plus insidieuse: l'acidification des océans. Le dioxyde de carbone injecté dans l'atmosphère par les TRAPS de Sibérie ne restait pas simplement dans l'air. Une partie substantielle, les océanographes estiment généralement entre 25 et 30% du carbone atmosphérique, est absorbée par les eaux de surface. Et quand le dioxyde de carbone se dissout dans l'eau de mer, il forme de l'acide carbonique. L'acide carbonique se dissocie en ions bicarbonate et en protons. Ces protons abaissent le pH, l'eau devient acide. Ce processus, l'acidification des océans, est aujourd'hui l'une des préoccupations majeures des océanographes qui étudient le changement climatique contemporain. Mais ce que nous observons aujourd'hui n'est qu'une ombre pâle de ce qui s'est produit au Permien. Selon les modélisations publiées dans Earth Science Reviews en 2021, la chute du pH océanique durant l'extinction du Permien aurait été de l'ordre de 0,7 unités en quelques milliers d'années, soit une acidification environ 10 fois plus rapide et plus intense que ce que nos océans actuels connaissent. Pour les organismes à coquilles calcaires, c'était une condamnation à mort chimique. Les brachiopodes, les bryozoaires, les crinoïdes, les échinodermes, les mollusques, tous ces groupes qui constituaient l'architecture vivante des récifs et des fonds marins permiens, construisaient leurs coquilles et leurs squelettes à partir de carbonate de calcium. Or, le carbonate de calcium est soluble en milieu acide. Pas instantanément, pas spectaculairement, mais avec une constance implacable. Les coquilles se fragilisaient. Les larves ne parvenaient plus à calcifier leur première structure. Les récifs, privés de leurs bâtisseurs, commençaient à s'effriter. Le paléontologue Jonathan Knoll de l'université Harvard a publié en 2004 dans Science une analyse désormais classique de la sélectivité de l'extinction marine du Permien. Son observation était frappante. Les groupes les plus touchés n'étaient pas nécessairement les plus complexes ou les moins mobiles. Ils étaient ceux qui avaient la plus faible capacité à réguler leur chimie interne face aux variations du pH et de l'oxygène. Les organismes capables de pomper activement des ions pour maintenir leur équilibre acido-basique, comme certains poissons et certains céphalopodes, s'en sont mieux sortis. Ceux qui dépendaient d'un équilibre passif avec l'eau environnante, comme les coraux, les brachiopodes, les éponges calcaires, ont été dévastés. La mer ne les a pas chassés. Elle a changé ses règles chimiques fondamentales, et eux n'ont pas pu suivre. Maintenant, imaginez ce que cela ressemblait à une échelle de temps géologique. Imaginez un récif qui a mis 5 millions d'années à se construire. Des générations et des générations d'organismes calcifiants, empilant leurs squelettes les uns sur les autres, créant une structure d'une complexité et d'une biodiversité inouïes. Et puis, en quelques milliers d'années, un battement de cils à l'échelle géologique, cette structure commence à se dissoudre. Les organismes fondateurs meurent sans se reproduire. Les espèces qui dépendaient d'eux disparaissent en cascade. Les poissons qui mangeaient ces espèces fuient ou meurent. Les prédateurs qui mangeaient ces poissons se retrouvent sans proie. Les écologues appellent cela un effondrement en cascade trophique. Chaque disparition entraîne plusieurs autres. Le réseau s'effondre depuis sa base. Et ce qui rend la situation du Permien particulièrement catastrophique, c'est que les 3 mécanismes, réchauffement, anoxie, acidification,
n'agissaient pas séparément. Ils se renforçaient mutuellement. Un océan plus chaud retient moins d'oxygène, anoxie aggravée. Un océan anoxique accumule plus de matière organique en décomposition qui produit plus de dioxyde de carbone, acidification aggravée. Une acidification aggravée réduit la productivité du phytoplancton, qui produit normalement une partie de l'oxygène océanique, anoxie encore aggravée. C'était un système qui se dévorait lui-même. Les paléontologues qui étudient cette période utilisent parfois une expression qui résume tout, le kill mechanism, le mécanisme de mort. Et ce qui distingue l'extinction du Permien de toutes les autres catastrophes biologiques que la Terre a connues, c'est précisément la multiplicité et la synergie de ces mécanismes. L'astéroïde du Crétacé a tué vite et brutalement. Les traps de Sibérie ont tué lentement, systématiquement, en s'attaquant aux fondements chimiques de la vie marine avec une exhaustivité terrifiante. Mais pendant que les océans agonisaient, que se passait-il sur Terre? Parce que la catastrophe terrestre avait ses propres mécanismes, ses propres rythmes et ses propres victimes. Et certaines d'entre elles allaient disparaître sans laisser presque aucune trace, comme si elles n'avaient jamais existé. Sur Terre, la mort avait une odeur. Les géologues qui ont étudié les sédiments continentaux de la limite Permien-Trias décrivent quelque chose d'inhabituel dans les roches de cette époque. Une couche distincte, sombre, riche en matière organique non décomposée. Des troncs d'arbres fossilisés sans trace de décomposition fongique. Des sols stérilisés, sans structure, sans la moindre trace d'activité biologique. Comme si la machine du vivant s'était brutalement grippée et que personne n'était venu ramasser les morts. Revenons un instant à la Pangée telle qu'elle était encore, quelques milliers d'années avant le pic de la catastrophe. Le monde terrestre du Permien n'était pas une jungle tropicale uniforme. C'était un continent au visage multiple, traversé par des gradients climatiques extrêmes. Au nord et au sud, des zones tempérées boisées où prospéraient les forêts de Glossoptéris dans l'hémisphère sud et les forêts de conifères primitifs dans l'hémisphère nord. En zone tropicale, autour de l'équateur de la Pangée, les conditions étaient déjà sèches et chaudes, l'intérieur du supercontinent étant naturellement coupé de toute influence océanique adoucissante. Et au cœur du continent, ce désert central colossal dont nous avons déjà parlé, un espace aride et balayé de vent que rien dans notre géographie actuelle ne peut vraiment illustrer. Ces écosystèmes terrestres fonctionnaient. Ils avaient leurs équilibres, leurs cycles, leurs prédateurs et leurs proies. Et puis la température a commencé à monter. Les modèles paléoclimatiques publiés dans le Journal of Geophysical Research estiment que les températures moyennes des régions tropicales de la Pangée ont augmenté de 6 à 8 degrés Celsius durant la phase principale de l'extinction. En apparence, ce chiffre peut sembler modeste, mais pour comprendre ce qu'il signifie biologiquement, il faut penser en termes de seuil physiologique. Chaque espèce terrestre, comme chaque espèce marine, fonctionne dans une fenêtre thermique. Au-dessus d'une certaine température, les enzymes se dénaturent, le métabolisme s'emballe, la reproduction devient impossible. Pour les reptiles et les amphibiens du Permien, des animaux à sang froid dont la température corporelle dépendait directement de leur environnement, un réchauffement de 6 à 8 degrés en quelques dizaines de milliers d'années représentait une catastrophe physiologique directe, pas une métaphore, une impossibilité biologique de maintenir les fonctions vitales de base. Mais le réchauffement n'était que la première couche du problème terrestre. La deuxième couche, c'était la désertification. Quand les températures montent et que la circulation atmosphérique se modifie, les régimes de précipitation changent. Les zones qui recevaient autrefois des pluies saisonnières deviennent arides, les rivières s'assèchent, les zones humides disparaissent. Et les forêts, ces forêts de fougères arborescentes et de conifères primitifs qui avaient mis des millions d'années à s'établir, commencent à mourir. Les archives sédimentaires sont ici particulièrement éloquentes. Dans les séquences continentales de la limite Permien-Trias, retrouvées en Afrique du Sud dans le bassin du Karoo, en Russie dans le bassin de Moscou, en Chine dans le bassin du Sichuan, les paléontologues observent un changement radical dans la nature des sédiments. Les roches d'avant la limite sont typiques d'environnements fluviaux à chenaux méandriques stables, des rivières calmes, sinueuses, bordées de végétation. Les roches d'après la limite montrent des systèmes en tresse, des rivières qui ont perdu leur végétation stabilisatrice sur les berges, qui transportent des charges sédimentaires massives
de façon chaotique et épisodique. C'est la signature géologique d'un paysage dénudé, érodé, où la végétation qui maintenait les sols a disparu. Le paléontologue Peter Ward, de l'Université de Washington, a décrit ce phénomène dans son ouvrage de 2007 comme « la mort des sols ». Quand les plantes disparaissent, les sols perdent leur structure. Ils s'érodent. Ils sont emportés par les pluies acides et les vents. Et quand les sols disparaissent, tout ce qui dépendait d'eux, les plantes, les insectes, les petits vertébrés, disparaît avec eux. Parlons justement des plantes, parce que la crise végétale du Permien est l'une des dimensions les moins connues de cette extinction et l'une des plus importantes pour comprendre l'effondrement terrestre. Les spores et les pollens fossilisés, les palinoflores, sont des archives extraordinairement précises des changements végétaux du passé. Ces microfossiles résistent au temps avec une fidélité remarquable, et ils nous racontent une histoire sans ambiguïté. Selon les analyses palinostratigraphiques publiées dans Paléogéographie, Paléoclimatologie, Paléoécologie, la limite Permien-Trias est marquée dans presque toutes les séquences continentales mondiales par ce que les botanistes appellent un pic de spores de fougères. Une explosion soudaine et massive de spores de fougères opportunistes, des plantes pionnières capables de coloniser rapidement des milieux perturbés, qui remplacent brutalement la diversité pollinique des forêts permiennes. C'est l'équivalent botanique d'une friche après un incendie. Les grandes forêts complexes ont disparu. Ce qui les remplace, provisoirement, ce sont les plantes les plus résistantes, les plus simples, les plus capables de pousser dans des sols appauvris et des conditions hostiles. Et pendant ce temps, les animaux mouraient. Le bassin du Karoo, en Afrique du Sud, est l'un des sites paléontologiques les plus importants au monde pour comprendre la transition Permien-Trias sur les continents. Des décennies de fouilles, notamment par les équipes de l'université de Witwatersrand, mais aussi par des collaborations internationales impliquant des chercheurs de l'université de Harvard et du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, ont livré une image d'une clarté troublante. Avant la limite, la faune du Karoo est extraordinairement diversifiée. Des dizaines d'espèces de dicynodontes de tailles diverses, des gorgonopsiens à différents stades de la chaîne alimentaire, des thérocéphales, d'autres synapsides carnivores aux caractéristiques déjà très proches des mammifères, des procolophonides, des petits insectivores, un écosystème riche, structuré, fonctionnel. Après la limite, il ne reste presque rien. L'équipe du paléontologue Roger Smith du musée sud-africain de Cape Town a documenté ce changement avec une précision saisissante. Dans les niveaux immédiatement post-extinction du Karoo, la faune est dominée par une poignée d'espèces seulement. Le Lystrosaurus, un dicynodonte trapu, de la taille d'un mouton, avec son bec corné caractéristique et ses deux petites défenses, représente à lui seul jusqu'à 95% de tous les individus trouvés dans certaines couches. 95%. Dans un écosystème sain, une telle dominance d'une seule espèce est pathologique. Elle indique un effondrement des interactions écologiques, une disparition des prédateurs régulateurs, une destruction des équilibres qui permettent la coexistence de nombreuses espèces. Le Lystrosaurus est devenu le symbole de l'après-catastrophe terrestre, et son omniprésence dans les archives fossiles du monde entier, on le retrouve en Afrique du Sud, en Russie, en Chine, en Antarctique, en Inde, témoigne à la fois de sa résilience extraordinaire et de la désolation totale qui l'entourait. Il n'était pas le plus fort, il n'était pas le plus intelligent, mais il était capable de manger à peu près n'importe quelle végétation disponible, de supporter des conditions climatiques difficiles et de se reproduire rapidement. Dans un monde dévasté, ce sont ces qualités-là qui comptent, pas la sophistication, la robustesse brute. Mais posons-nous la question que les paléontologues se posent depuis des décennies. Combien de temps a duré le massacre? C'est là que les choses deviennent scientifiquement complexes et fascinantes. Parce que pendant longtemps, on a pensé que l'extinction du Permien avait été relativement progressive, s'étalant sur plusieurs millions d'années. Les premières études stratigraphiques semblaient indiquer un déclin graduel de la biodiversité, commençant peut-être 8 à 10 millions d'années avant la limite officielle. Mais les techniques de datation radiométrique modernes ont bouleversé cette image. Une étude publiée dans Science en 2004, menée par une équipe internationale dirigée par Xu Zhongshen de l'Académie des sciences de Chine, a appliqué la datation uranium-plomb à haute précision à des zircons, ces cristaux minuscules qui se forment lors des éruptions volcaniques,
et qui fonctionnent comme des horloges géochimiques d'une fiabilité remarquable, retrouvées dans les couches volcaniques intercalées avec les sédiments de la limite Permien-Trias en Chine du Sud. Leurs résultats ont stupéfié la communauté scientifique. La phase principale de l'extinction, la perte de l'essentiel de la biodiversité marine, s'est produite en moins de 60 000 ans. Peut-être même en moins de 20 000 ans pour le pic le plus intense. 20 000 ans. À l'échelle humaine, c'est long. C'est toute la préhistoire depuis la fin du dernier maximum glaciaire. Mais à l'échelle géologique, à l'échelle de l'évolution, c'est un instant. Un claquement de doigts. Pas le temps pour les espèces de s'adapter, pas le temps pour l'évolution de trouver des solutions, juste assez de temps pour mourir. Et mourir, c'est exactement ce que la vie a fait, à une échelle et à une vitesse que la Terre n'avait jamais connue auparavant, et qu'elle ne connaîtrait plus jamais, du moins pas encore. Mais au cœur de cette catastrophe absolue, une question brûlante se pose. Qu'est-ce qui a vraiment tué en dernier? Qu'est-ce qui a porté le coup de grâce? La chaleur, l'acide, le manque d'oxygène, la destruction des forêts? Ou bien quelque chose d'autre, quelque chose que les scientifiques n'ont commencé à comprendre que très récemment? Quelque chose d'invisible, de moléculaire, qui a frappé au niveau le plus fondamental de la biologie. La réponse se trouve dans une molécule. Et cette molécule a peut-être tout changé. L'ADN lui-même était en train de se déchirer. C'est une hypothèse qui aurait semblé extravagante il y a 20 ans. Aujourd'hui, elle est soutenue par des données publiées dans certaines des revues scientifiques les plus rigoureuses du monde. Et elle change fondamentalement notre compréhension de ce qui s'est passé au Permien. Pas seulement à l'échelle des écosystèmes, pas seulement à l'échelle des espèces, mais à l'échelle de chaque cellule, de chaque organisme, de chaque instant de vie dans ce monde en train de s'effondrer. Revenons au volcan sibérien. Nous avons déjà évoqué le dioxyde de carbone, le dioxyde de soufre, le méthane. Mais les trappes de Sibérie ont également injecté dans l'atmosphère quelque chose d'autre. Quelque chose que les géochimistes ont mis du temps à quantifier précisément, parce que les traces en sont plus difficiles à lire dans les archives géologiques. Des halogènes, du chlore, du brome, du fluor, libérés en quantité massive par la volatilisation des évaporites que le magma traversait sur des milliers de kilomètres. Ces halogènes, une fois dans la stratosphère, réagissent avec l'ozone selon des mécanismes chimiques bien connus des atmosphériciens. Un atome de chlore peut détruire jusqu'à 100 000 molécules d'ozone avant d'être neutralisé. Et si suffisamment d'halogènes atteignent la stratosphère simultanément, la couche d'ozone ne se contente pas de s'amincir. Elle s'effondre. Une étude publiée dans Nature Communications en 2020, menée par des chercheurs de l'Université de Cologne et du Massachusetts Institute of Technology, a modélisé les émissions halogénées des trappes de Sibérie en utilisant la composition chimique des inclusions magmatiques préservées dans les cristaux volcaniques. Leurs résultats suggèrent que durant les phases les plus intenses de l'éruption, les émissions de chlore et de brome étaient suffisantes pour provoquer une destruction massive et répétée de la couche d'ozone stratosphérique, non pas sur des pôles comme nous l'observons aujourd'hui avec les composés organochlorés industriels, mais à l'échelle globale, sur l'ensemble de la planète. Une couche d'ozone effondrée signifie une chose très précise et très terrible. Les rayonnements ultraviolets de type B, les UVB, atteignent la surface terrestre sans filtrage. Ces rayonnements sont mutagènes. Ils cassent les liaisons dans les molécules d'ADN, provoquant des dimères de thymine, des erreurs dans le code génétique qui, si elles ne sont pas réparées, entraînent des mutations létales, des cancers, des malformations lors de la reproduction. Pour un organisme isolé, les mécanismes de réparation de l'ADN peuvent généralement gérer un niveau normal d'exposition aux UVB. Mais sous un ciel sans ozone, le flux de rayonnement ultraviolet est entre 3 et 10 fois supérieur à ce que ces mécanismes peuvent absorber. La preuve fossilisée de ce bombardement ultraviolet existe, et elle est stupéfiante. Des botanistes et des paléontologues ont analysé des spores et des pollens fossilisés de la limite Permien-Trias, retrouvés dans des séquences stratigraphiques d'Australie, du Groenland, d'Italie et de Chine. Ces microfossiles présentent des anomalies morphologiques caractéristiques, des déformations, des malformations dans la structure des parois sporales, que l'on observe dans aucune autre période géologique, mais que l'on peut reproduire expérimentalement en exposant des spores modernes à des doses élevées de rayonnement UVB. Ces spores mutantes,
publiée et analysée dans une étude de Science Advances en 2022, constitue une signature biologique directe d'une exposition massive aux ultraviolets. La couche d'ozone du Permien s'est effondrée et les organismes terrestres ont été irradiés. Pensez à ce que cela signifie concrètement. Les plantes, dont toute la biologie repose sur l'exposition à la lumière solaire, se trouvaient soudainement exposées à une lumière empoisonnée. La photosynthèse nécessite la lumière, mais les UVB détruisent les protéines photosynthétiques, endommagent les chloroplastes, provoquent des mutations dans les cellules méristématiques qui sont à la base de la croissance végétale. Les plantes ne pouvaient ni se cacher, ni fuir. Elles devaient s'exposer à la lumière pour vivre, et cette même lumière les tuait. Pour les animaux, l'impact était différent mais tout aussi dévastateur. Pas tant par les effets directs sur leur propre ADN, la plupart des vertébrés permiens avaient une peau ou des écailles qui offraient une certaine protection, que par l'effondrement de la base végétale de leurs écosystèmes. Si les plantes ne peuvent plus se reproduire normalement, si leurs spores et leurs graines sont mal formées, si leur croissance est compromise, alors les herbivores n'ont plus à manger. Et si les herbivores meurent, les carnivores suivent. Mais il y avait aussi un effet direct sur la reproduction animale. Les œufs, qu'ils soient pondus dans des nids à ciel ouvert, déposés dans des eaux peu profondes ou attachés à des végétaux aquatiques, étaient exposés au rayonnement UVB pendant la période cruciale de leur développement embryonnaire. Les embryons en développement sont particulièrement vulnérables aux dommages génétiques, car leurs cellules se divisent à une vitesse extraordinaire, laissant peu de temps au mécanisme de réparation de l'ADN. Une génération après l'autre, dans des espèces déjà stressées par la chaleur, l'anoxie et l'acidification, les taux de malformation embryonnaire auraient augmenté. Les taux de reproduction auraient chuté. Des populations déjà décimées n'auraient pas pu se reconstituer. C'est ce que certains paléontologues appellent le double. La mort directe par les stress environnementaux, chaleur, manque d'oxygène, acidité. Et la mort différée par l'incapacité à se reproduire, à transmettre des gènes intacts à la génération suivante. Maintenant, assemblez tous ces mécanismes simultanément, pas l'un après l'autre, ensemble. Un réchauffement global de 8 à 10 degrés en quelques dizaines de milliers d'années. Des pluies acides qui dissolvent les coquilles et brûlent les forêts. Des océans anoxiques et surchauffés. Une couche d'ozone effondrée qui irradie la surface terrestre. Des sols érodés, stérilisés, emportés par des rivières chaotiques. Une végétation incapable de se reproduire normalement. Des embryons mal formés dans des espèces déjà en déclin démographique. Il n'y avait nulle part où aller, nulle part où se réfugier. Pas de coin de planète épargné, pas d'écosystème refuge où attendre la fin de la tempête. Les archives géologiques mondiales, et elles ont été scrutées sur tous les continents, dans tous les environnements sédimentaires disponibles, racontent la même histoire. La catastrophe était globale, avec une cohérence terrifiante. Le paléontologue Michael Benton, de l'Université de Bristol, l'un des spécialistes mondiaux de l'extinction du Permien, a écrit dans son livre de 2003 que tenter d'identifier une cause unique à la Grande Mort revenait à demander quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder un vase que 100 mains remplissaient simultanément. C'est la synergie qui a tué, la convergence, le fait que chaque mécanisme de mort amplifiait les autres, que chaque effondrement partiel précipitait de nouveaux effondrements, que la planète entière était entrée dans une spirale de dégradation dont aucun écosystème, aucune espèce, aucun organisme ne pouvait s'extraire seul. Et pourtant, 96% des espèces marines ont disparu. 70% des espèces terrestres ont disparu. Mais pas 100%, pas la totalité. Quelque chose a survécu. Plusieurs choses, en fait. Et la question de comment, la question de ce qui a permis à ces survivants de traverser l'extincteur le plus puissant que la Terre ait jamais déclenché, est peut-être la question la plus profonde et la plus émouvante de toute la paléontologie. Parce que ces survivants ne sont pas que des anecdotes biologiques. Ce sont nos ancêtres. Ce sont les ancêtres de tout ce qui vit aujourd'hui sur cette planète. Chaque oiseau, chaque poisson, chaque mammifère, chaque reptile, chaque insecte, chaque plante à fleurs, tout descend de quelque chose qui a traversé l'enfer permien et en est sorti vivant de l'autre côté. Comment ont-ils fait? Et qu'est-ce que leur survie nous dit sur la résilience de la vie et sur ses limites? Les survivants n'avaient rien en commun. C'est la première chose qui frappe quand on examine la liste de ceux qui a traversé l'extinction du Permien et en est ressorti vivant de l'autre côté. Pas de profil type,
Pas de caractéristiques universelles qui auraient garanti la survie. Pas de règles simples que l'évolution aurait suivies pour choisir ses rescapés. Ce qui rend cette question si fascinante et si difficile. Commençons par les océans. Parce que c'est là que la destruction a été la plus totale, et que les survivants sont donc les plus instructifs. Parmi les groupes marins qui ont traversé la catastrophe, les ammonoïdes occupent une place particulière. Ces céphalopodes à coquilles spiralées, cousins des nautiles et ancêtres lointains des pieuvres et des calmars, ont failli disparaître complètement. Les archives fossiles montrent un effondrement brutal de leur diversité à la limite Permien-Trias. De plusieurs centaines d'espèces connues dans les derniers millions d'années du Permien, il n'en subsiste peut-être qu'une poignée au passage de la limite. Certains chercheurs estiment que la totalité des ammonoïdes du Trias descend d'un seul ou de quelques groupes survivants. Une goulotte évolutive d'une étroitesse vertigineuse. Et pourtant, ils ont survécu. Et dans les millions d'années qui ont suivi la catastrophe, ils ont rayonné à nouveau, produisant des centaines, puis des milliers de nouvelles espèces, recolonisant les océans avec une vitalité qui défie l'imagination. Les ammonoïdes du Trias et du Jurassique sont parmi les fossiles les plus diversifiés et les plus beaux que les paléontologues aient jamais trouvés. Qu'est-ce qui leur a permis de traverser? Plusieurs facteurs semblent avoir joué. Premièrement, leur mobilité. Contrairement aux brachiopodes ou aux crinoïdes fixés au fond, les ammonoïdes nageaient activement dans la colonne d'eau. Ils pouvaient potentiellement suivre les gradients d'oxygène et de température, se déplacer vers des zones moins hostiles, exploiter des refuges temporaires dans des eaux moins anoxiques. Deuxièmement, leur plasticité alimentaire. Les études sur la morphologie des mâchoires et les analyses isotopiques de leurs coquilles suggèrent un régime omnivore et opportuniste, des créatures capables de manger ce qui était disponible, plutôt que de dépendre d'une proie spécifique disparue. Troisièmement, et peut-être surtout, leur vitesse de reproduction. Les céphalopodes pondent des centaines, voire des milliers d'œufs. Dans un monde où les populations s'effondrent, la capacité à reconstituer rapidement des effectifs est une prime de survie considérable. Dans les eaux douces, l'histoire est différente et surprenante. Les environnements d'eau douce, rivières, lacs, zones humides continentales, ont été relativement moins touchés que les océans. Pas épargnés, pas intacts, mais relativement moins touchés. Et la raison en est peut-être contre-intuitive. Les organismes d'eau douce évoluent dans des environnements naturellement instables et variables. Une rivière peut s'assécher en saison sèche et déborder en saison des pluies. La température peut fluctuer de 20 degrés entre l'hiver et l'été. La chimie de l'eau peut changer rapidement selon les apports sédimentaires. Les organismes qui peuplent ces milieux sont donc, par définition, sélectionnés pour leur tolérance à la variabilité environnementale. Ils ont des gammes de tolérance thermique plus larges. Ils peuvent supporter des variations de pH plus importantes. Ils sont physiologiquement câblés pour la résilience face aux changements. Cette tolérance préexistante à la variabilité les a aidés à traverser une catastrophe globale qui était, dans sa brutalité, une variabilité portée à son paroxysme. C'est pour cette raison que les poissons d'eau douce ont relativement bien traversé l'extinction du Permien, que certains groupes d'amphibiens ont survécu, que des reptiles aquatiques semi-terrestres ont persisté là où leurs cousins strictement marins ou strictement terrestres ont disparu. Parmi les survivants terrestres, le cas des archosaures mérite une attention particulière. Parce que les archosaures, ce groupe qui donnera naissance aux dinosaures, aux crocodiliens et aux oiseaux, étaient encore marginaux au moment de l'extinction du Permien. Ils n'étaient pas les maîtres du monde. Ce n'étaient pas les grands prédateurs ni les grands herbivores. C'étaient des créatures relativement petites, relativement discrètes, nichées dans des rôles écologiques secondaires, dans des écosystèmes dominés par les synapsides. Et c'est peut-être précisément cela qui les a sauvés. Il existe en écologie évolutive un concept que les biologistes appellent la malédiction du roi. Les espèces au sommet de la chaîne alimentaire, les grands prédateurs, les herbivores dominants, sont les plus vulnérables aux perturbations écologiques. Elles sont rares par nature, car les chaînes trophiques perdent de la biomasse à chaque niveau. Elles ont des temps de génération longs. Elles dépendent de la stabilité de nombreux niveaux inférieurs de la chaîne alimentaire. Quand l'écosystème s'effondre depuis la base, elles sont les dernières à mourir, mais elles meurent. Les petites créatures opportunistes, généralistes, à reproduction rapide et aux exigences alimentaires flexibles, elles survivent. Les archosaures permiens étaient exactement cela, et leur survie allait transformer le monde du Trias d'une façon que personne,
s'il avait existé un observateur conscient dans ce monde dévasté, n'aurait pu prédire. Mais avant d'en arriver là, parlons des végétaux. Parce que sans la survie de certaines lignées végétales, aucune des histoires animales que nous venons de raconter n'aurait été possible. Les lycophytes, ces plantes vasculaires primitives dont les ancêtres géants avaient formé les grandes forêts carbonifères, avaient développé au cours de leur longue histoire évolutive une capacité remarquable à produire des spores en quantité massive et à coloniser rapidement des milieux perturbés. Ce sont elles qui forment ce pic de spores que nous avons évoqué dans les archives palynologiques de la limite Permien-Trias. Elles étaient les premières sur le champ de bataille dévasté, les pionnières du monde post-apocalyptique. Avec elles, certains conifères primitifs, certaines fougères à graines, des plantes capables de survivre dans des sols appauvris, dans des conditions de lumière altérées par les aérosols volcaniques, dans des régimes de précipitation chaotiques. Ces survivants végétaux n'étaient pas les plus spectaculaires du Permien. Ce n'étaient pas les grands arbres qui avaient structuré les forêts complexes. C'étaient les généralistes, les opportunistes, les robustes. Mais ils ont fourni la base indispensable, la base sans laquelle rien d'autre n'était possible, sur laquelle la vie terrestre allait lentement, douloureusement, miraculeusement se reconstruire. Dans les océans, des histoires similaires se jouaient dans des groupes inattendus. Les foraminifères. Ces organismes unicellulaires à coquilles calcaires microscopiques qui tapissent les fonds marins en milliards d'individus ont été dévastés par l'extinction. Certains groupes entiers ont disparu, mais certaines lignées ont survécu, peut-être parce que leur taille microscopique leur permettait d'exploiter des micro-environnements chimiques inaccessibles aux organismes plus grands, des poches locales d'eau moins acides, moins chaudes, moins anoxiques. Et après la catastrophe, ces survivants microscopiques ont été les premiers à recoloniser les océans vides, à reformer les premières communautés benthiques, à poser les premières pierres de la reconstruction écologique marine. Le monde dans lequel ces survivants se retrouvaient de l'autre côté de la catastrophe était méconnaissable. Les récifs avaient disparu, et ils mettraient entre 8 et 10 millions d'années à se reconstituer, selon les données publiées dans Earth Science Reviews. C'est une durée qui dépasse l'entendement humain. 10 millions d'années de vide récifal. Les océans du Trias inférieur sont décrits par les paléontologues comme des « océans du désespoir », pauvres en espèces, pauvres en complexité structurelle, pauvres en la diversité trophique qui caractérise un écosystème marin sain. Les continents n'étaient guère plus accueillants. Des déserts là où il y avait des forêts, des rivières chaotiques là où coulaient des eaux calmes et bordées de végétation, des sols nus, érodés, stérilisés, une atmosphère chargée d'aérosols sulfureux qui colorait les ciels d'ocre et de gris. Dans cet enfer, le Lystrosaurus régnait. Mais le Lystrosaurus lui-même, malgré sa résilience extraordinaire, portait les marques de la catastrophe qu'il venait de traverser. Des études publiées dans Proceedings of the Royal Society B ont analysé les os de Lystrosaurus des niveaux post-extinction du Karoo et de Chine. Ces os montrent des lignes d'arrêt de croissance, des marques dans la structure osseuse qui témoignent de périodes de stress intense, d'interruption de la croissance normale, analogue aux cernes d'une année de sécheresse dans un tronc d'arbre. Les individus post-extinction sont en moyenne plus petits que leurs ancêtres pré-extinction. Leur structure osseuse révèle des épisodes de stress nutritionnel et thermique récurrents. Ils avaient survécu, mais ils survivaient difficilement. Dans un monde appauvri, hostile, qui ne ressemblait plus à rien de ce qui avait existé avant. Et pourtant, et c'est peut-être là le moment le plus émouvant de toute cette histoire, la vie continuait. Imparfaitement, précairement, douloureusement, mais elle continuait. Parce que c'est ce que fait la vie. Pas par volonté, pas par héroïsme, pas par une quelconque intention, par la logique implacable et aveugle de la sélection naturelle, qui travaille avec ce qui reste, aussi peu que ce soit, et en fait quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau allait prendre des millions d'années à se révéler pleinement. Et quand il se révélerait, il changerait la Terre pour toujours. Le monde du Trias inférieur était silencieux. Pas le silence paisible d'une forêt au petit matin, un silence différent. Le silence d'un endroit où quelque chose d'immense et de vivant a existé et n'existe plus. Le silence des grandes plaines dénudées balayées par des vents chargés de poussière volcanique.
Le silence des rivages où les vagues se brisent sur des récifs morts, sur des structures calcaires blanchies et dissoutes, fantômes d'une architecture biologique qui avait mis des millions d'années à se construire. Ce silence a duré longtemps, beaucoup plus longtemps que les paléontologues ne le pensaient initialement. Pendant des décennies, l'histoire standard de l'extinction du Permien se terminait sur une note relativement optimiste. La catastrophe avait été terrible, disait-on. Mais la vie s'était reconstituée rapidement. En quelques millions d'années, les écosystèmes avaient retrouvé une complexité comparable à celle du Permien. C'était l'image rassurante de la résilience de la vie, de sa capacité à rebondir, même après les coups les plus violents. Les données accumulées au cours des 2 dernières décennies ont profondément nuancé cette image. Et la nuance est sombre. Une étude publiée dans Science en 2016, menée par une équipe de l'Université de Zurich, dirigée par le paléontologue Hugo Bücher, a examiné la diversité des ammonoïdes dans les premières 5 millions d'années du Trias, avec une résolution stratigraphique sans précédent. Leurs résultats montraient une dynamique beaucoup plus chaotique que ce qu'on imaginait. Des phases de diversification rapide, suivies d'effondrements secondaires, des extinctions en plusieurs vagues, une instabilité écologique persistante qui se prolongeait bien au-delà de la limite Permien-Trias elle-même. Parce que les volcans sibériens n'ont pas immédiatement cessé leur activité après le pic de la catastrophe. Les TRAPS de Sibérie ont continué à émettre, à des niveaux variables, pendant plusieurs millions d'années après la limite officielle. Ce qui signifie que les organismes qui tentaient de se reconstituer dans les premiers millions d'années du Trias ne le faisaient pas dans un environnement stable et en voie de guérison. Ils le faisaient dans un environnement encore instable, encore perturbé, encore sujet à des épisodes de réchauffement, d'anoxie océanique et d'acidification. Comme des convalescents qui essaient de se remettre debout alors que quelqu'un continue de les frapper. Les paléontologues appellent ce phénomène les aftershocks de l'extinction, les répliques. Et certains chercheurs estiment que ces répliques ont tué presque autant de lignées naissantes que la catastrophe initiale elle-même. Des espèces qui avaient survécu à la Grande Mort, qui avaient commencé à se diversifier, à recoloniser des niches écologiques vides, et qui ont été fauchées par une nouvelle vague de stress environnemental avant d'avoir eu le temps de s'établir durablement. Il faut avoir cela en tête pour comprendre la lenteur de la reconstruction. Dans les océans, les premières communautés du Trias inférieur sont dominées par ce que les paléontologues appellent des communautés de disaster taxa, des assemblages d'espèces opportunistes, peu diversifiées, à reproduction rapide, qui colonisent les niches vides non pas parce qu'elles sont bien adaptées à une écologie complexe, mais parce qu'elles sont les seules à pouvoir exister dans des conditions aussi hostiles. Le microgastropode Claraya est l'emblème de ces communautés. Ce petit bivalve, guère plus grand qu'une pièce de monnaie, se retrouve en quantité extraordinaire dans les sédiments du Trias inférieur sur presque tous les continents. Des accumulations de millions d'individus dans certaines couches. C'est l'équivalent marin du Lystrosaurus terrestre, une espèce robuste, opportuniste, dont l'omniprésence témoigne de la désolation de l'écosystème qui l'entoure plutôt que de sa propre sophistication. Les récifs, eux, n'existaient tout simplement plus. Et leur absence avait des conséquences en cascade que les paléontologues ont mis du temps à pleinement apprécier. Les récifs ne sont pas seulement des structures biologiques belles et diversifiées. Ils sont des habitats structurants, des architectures tridimensionnelles qui créent des milliers de micro-environnements différents, chacun occupé par des espèces spécialisées. Sans récifs, des milliers de niches écologiques disparaissent. Des poissons qui vivaient dans les anfractuosités corallières n'ont plus d'abri. Des crustacés qui se nourrissaient d'organismes récifaux n'ont plus de nourriture. Des prédateurs qui chassaient ces crustacés n'ont plus de... La reconstruction de la complexité écologique marine, après l'extinction du Permien, a nécessité entre 8 et 10 millions d'années. Certains chercheurs, comme ceux qui ont publié dans Annual Review of Earth and Planetary Sciences en 2019, estiment même que la diversité marine n'a vraiment retrouvé des niveaux comparables à ceux du Permien qu'au Jurassique moyen, soit quelques 30 millions d'années après la catastrophe. 30 millions d'années. Si l'on compresse l'histoire de la Terre en 24 heures, 30 millions d'années représentent environ 3 minutes et demie. C'est court à l'échelle cosmique. Mais c'est un abîme de temps à toute autre échelle. Sur les continents, la reconstruction suivait ses propres rythmes. Et c'est là que l'histoire devient extraordinairement intéressante. Parce que dans le vide laissé par la disparition des synapsides dominants du Permien, les gorgonopsiens, les thérocéphales,
les grands dicynodontes diversifiés, quelque chose de nouveau commençait à prendre forme. Les archosaures. Ces créatures qui avaient traversé la catastrophe dans l'ombre, dans les marges écologiques du monde permien, ont trouvé dans le Trias vide une opportunité sans précédent dans l'histoire de la vie. Les niches écologiques abandonnées par leurs occupants disparus, les grands herbivores, les grands prédateurs, les charognards, les insectivores, étaient là, vides, disponibles, attendant d'être colonisés. L'évolution n'attend pas, elle remplit. Les premiers archosaures du Trias se diversifient avec une vitesse qui reflète l'étendue des opportunités disponibles. Certaines lignées évoluent vers de grands herbivores, les aétosaures cuirassés, les rhynchosaures au bec de perroquet. D'autres vers de grands prédateurs, les rhoïsuciens, des carnivores qui peuvent atteindre 6 mètres de long et qui dominent les écosystèmes du Trias moyen avec une autorité comparable à celle des grands théropodes qui les remplaceront plus tard. D'autres encore vers des formes semi-aquatiques. Les pistes fossilisées de ces archosaures primitifs sont retrouvées dans des sédiments de rivières et de lacs du monde entier. Et dans cette radiation explosive des archosaures du Trias, il faut chercher les origines d'un groupe qui va changer la face du monde. Les dinosaures. Les premiers dinosaures apparaissent dans les archives fossiles il y a environ 230 à 235 millions d'années, soit environ 20 millions d'années après l'extinction du Permien. Ils émergent dans ce qui est aujourd'hui l'Argentine, dans la formation d'Ischigualasto, ce bassin sédimentaire patagonien qui a livré certains des dinosaures les plus primitifs jamais découverts. Léoraptor, l'Herrerasaurus. Des créatures encore modestes, encore loin des géants que cette lignée produira des dizaines de millions d'années plus tard. Mais leur apparition n'est pas un hasard. Elle est le produit direct de l'extinction du Permien. Sans la Grande Mort, les synapsides auraient vraisemblablement continué à dominer les écosystèmes terrestres. Les archosaures seraient peut-être restés marginaux. Les dinosaures, si même ce groupe avait jamais émergé, n'auraient jamais eu l'espace écologique pour se développer et rayonner de la façon spectaculaire qui allait faire du Jurassique et du Crétacé les époques les plus mythiques de l'histoire de la vie. Le paléontologue Michael Benton a formulé cette idée avec une précision troublante dans une étude publiée dans Science en 2004. La domination des dinosaures n'était pas inévitable. Elle était contingente. Elle dépendait d'une catastrophe qui avait détruit le monde dans lequel leurs ancêtres étaient confinés à des rôles mineurs et créé un vide dans lequel ils ont pu s'épanouir sans contrainte. L'extinction du Permien a tué 96% de la vie marine. Elle a tué 70% de la vie terrestre. Elle a mis fin à des lignées évolutives qui existaient depuis des centaines de millions d'années. Elle a détruit des écosystèmes d'une complexité que la planète a mis 30 millions d'années à retrouver. Et ce faisant, aveuglément, mécaniquement, sans intention ni direction, elle a créé les conditions de l'émergence des dinosaures, et donc des oiseaux. Et donc, d'une façon détournée et imprévisible que nul n'aurait pu anticiper, des mammifères qui allaient prospérer après la 5e extinction de masse. Et donc, ultimement, de nous. Nous sommes ici parce que la Terre a failli tout perdre il y a 252 millions d'années. C'est une pensée qui donne le vertige. Mais avant de conclure cette histoire, il reste une question. La plus importante peut-être. La plus inconfortable certainement. Qu'est-ce que la Grande Mort nous dit sur notre propre époque? Parce que les mécanismes que nous venons de décrire, le réchauffement climatique, l'acidification des océans, la destruction de la couche d'ozone, l'effondrement des écosystèmes, ne sont pas que des curiosités géologiques du passé lointain. Certains d'entre eux se déroulent en ce moment même. Et c'est là que l'histoire du Permien cesse d'être un récit sur un monde disparu et devient quelque chose de beaucoup plus immédiat. Les géologues ont un nom pour l'époque dans laquelle nous vivons. Certains l'appellent l'Anthropocène, l'ère de l'humain. L'époque géologique définie non plus par les forces tectoniques, volcaniques ou astronomiques qui ont façonné toutes les ères précédentes, mais par l'activité d'une seule espèce. Une espèce qui, en l'espace de 2 siècles sur une histoire de 4,5 milliards d'années, a modifié la chimie de l'atmosphère, la température des océans, le pH des eaux marines, la composition des sols et le rythme des extinctions d'une façon qui n'a pas d'équivalent dans les archives géologiques récentes. Sauf une. Posons les chiffres côte à côte, pas pour provoquer, pas pour catastrophiser, mais parce que la comparaison est inscrite dans la roche
et que la roche ne ment pas. Les TRAPS de Sibérie ont injecté dans l'atmosphère des dizaines de milliers de gigatonnes de carbone sur une période d'environ 1 million d'années. Le rythme d'émission durant les phases les plus intenses a été estimé, selon les modèles publiés dans Nature Geoscience, à environ 1 milliard de tonnes de carbone par an. L'humanité émet actuellement environ 10 milliards de tonnes de carbone par an, 10 fois plus vite que les volcans sibériens à leur paroxysme. Le paléoclimatologue Lee Kump de l'université Penn State a été l'un des premiers à formuler explicitement cette comparaison dans un article publié dans Scientific American en 2011. Sa conclusion était mesurée mais sans ambiguïté. Le rythme actuel d'émission de carbone n'a pas d'analogue dans les archives géologiques des 100 derniers millions d'années. Il faut remonter aux grandes crises volcaniques de l'ère mésozoïque, voire à l'extinction du Permien elle-même, pour trouver des perturbations du cycle du carbone d'une intensité comparable. Le rythme, c'est là que tout se joue. Parce que la vie peut s'adapter au changement. L'évolution est précisément ce mécanisme d'adaptation au changement. Mais l'évolution a besoin de temps. Des milliers de générations pour affiner une adaptation. Des dizaines de milliers d'années pour qu'une nouvelle espèce émerge et occupe une niche écologique modifiée. Des millions d'années pour que des écosystèmes complexes se reconstituent après un effondrement. Ce que l'extinction du Permien nous enseigne avec une clarté brutale, c'est que le problème n'est pas le changement en lui-même, c'est la vitesse du changement. C'est l'écart entre le rythme de la perturbation et le rythme de l'adaptation. Les océans actuels s'acidifient à une vitesse que les chercheurs du Centre national de recherche atmosphérique américain estiment entre 10 et 100 fois plus rapide que lors de n'importe quelle période de l'histoire des 50 derniers millions d'années, à l'exception possible des grandes crises volcaniques. Les récifs coralliens modernes, ces structures qui abritent peut-être un tiers de toutes les espèces marines connues, malgré ne couvrir que 0,1% de la surface des océans, montrent des signes de stress qui évoquent, pour les paléontologues qui ont étudié l'extinction du Permien, des dynamiques douloureusement familières. La biologiste marine Ove Högg-Gullberg, de l'Université du Queensland, a publié des travaux montrant que si les tendances actuelles de réchauffement et d'acidification se maintiennent, les conditions chimiques des océans tropicaux pourraient devenir incompatibles avec la calcification corallienne d'ici la fin de ce siècle. Pas dans 1 million d'années, pas dans 100 000 ans, dans les décennies qui viennent. Et le taux d'extinction des espèces actuelles? Selon les estimations publiées dans le journal Science en 2015 par une équipe incluant des chercheurs de Stanford, de Berkeley et du Muséum national d'histoire naturelle de Mexico, le taux actuel d'extinction des espèces de vertébrés est entre 22 et 100 fois supérieur au taux de fond, au taux naturel de disparition des espèces entre les grandes crises. Ces chercheurs qualifient ce phénomène de 6e extinction de masse. Pas une extinction de masse passée, une extinction de masse en cours. C'est ici que la comparaison avec le Permien doit être maniée avec la plus grande précision et la plus grande honnêteté intellectuelle. Non, nous ne sommes pas au Permien. Non, les conditions actuelles ne sont pas comparables dans leur intensité à ce que la Terre a vécu il y a 252 millions. La catastrophe permienne a détruit 96% de la vie marine. Nous n'en sommes pas là. Et les mécanismes géophysiques en jeu ne sont pas identiques. Nous n'avons pas de TRAPS de Sibérie en éruption. Nous n'avons pas d'effondrement de la couche d'ozone à l'échelle planétaire. Nous n'avons pas d'anoxie océanique généralisée dans les eaux de surface. Mais ce que le Permien nous enseigne, c'est la dynamique des seuils. Les systèmes complexes, qu'il s'agisse d'un écosystème récifal, d'une circulation océanique, d'un régime climatique, ne se dégradent pas de façon linéaire. Ils fonctionnent, ils fonctionnent, ils fonctionnent. Et puis, à un certain seuil de perturbation, ils basculent. Rapidement, irréversiblement à l'échelle de temps humaine. Les paléontologues qui ont reconstitué l'extinction du Permien voient dans les archives géologiques la signature de ces basculements, des systèmes qui paraissaient résilients, qui absorbaient les perturbations pendant des millénaires, et qui se sont effondrés en quelques milliers d'années quand les perturbations ont franchi un seuil critique. Personne ne sait avec précision où se trouvent ces seuils dans les systèmes actuels. C'est l'une des questions les plus urgentes de la science climatique et de l'écologie contemporaine. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, identifie dans ses rapports une série de points de basculement potentiels. La déstabilisation de la calotte groenlandaise, l'effondrement de la circulation thermohaline atlantique, la déforestation critique de l'Amazonie,
la fonte du pergélisol sibérien et la libération du méthane qu'il contient. Chacun de ces points de basculement, s'il est franchi, peut déclencher des boucles de rétroaction qui accélèrent le changement au-delà de ce que nos modèles actuels peuvent prédire avec précision. La fonte du pergélisol sibérien, le méthane des fonds marins, les boucles de rétroaction. Ces mots résonnent différemment quand on vient de passer des heures dans les archives géologiques de l'extinction du Permien. Mais l'histoire de la Grande Mort n'est pas seulement une histoire d'avertissement, elle est aussi, et peut-être surtout, une histoire de résilience. Une histoire sur ce que la vie est capable de faire avec ce qui reste, sur la capacité de systèmes dévastés à se reconstruire, lentement, douloureusement, mais réellement. La vie a traversé l'extinction du Permien. Elle a traversé les 4 autres grandes extinctions de masse. Elle a survécu à des impacts d'astéroïdes, à des éruptions volcaniques colossales, à des glaciations totales qui ont peut-être recouvert la planète entière de glace, ce que les géologues appellent la Terre boule de neige. Elle a survécu parce qu'elle est, dans sa logique fondamentale, incroyablement robuste. Parce que la sélection naturelle travaille avec ce qui reste. Parce que même dans les conditions les plus hostiles, même avec les ressources les plus maigres, quelque chose trouve un moyen de persister. Mais cette résilience a un coût. Et le Permien nous dit quel est ce coût. 10 millions d'années sans récifs. 30 millions d'années pour retrouver une diversité marine comparable. Des lignées évolutives entières. Des expériences de 200 ou 300 millions d'années, effacées sans retour. Pas de résurrection. Pas de deuxième chance pour les gorgonopsiens, pour les brachiopodes des récifs permiens, pour les crinoïdes qui tapissaient les fonds de la Pantalassa. Ce qui est perdu pour toujours. L'évolution ne revient pas en arrière. Elle avance, vers quelque chose de différent, peut-être de tout aussi riche un jour, mais de fondamentalement différent. Le monde du Jurassique n'était pas le monde du Permien restauré. C'était un monde entièrement nouveau, bâti sur les ruines de l'ancien. Et c'est peut-être la leçon la plus importante que les archives géologiques de l'extinction du Permien ont à nous offrir. Pas la certitude d'une apocalypse imminente, pas la garantie d'une résilience absolue, mais la compréhension précise, documentée dans chaque couche de roche de la limite Permien-Trias, de ce que signifie réellement perdre quelque chose d'irremplaçable. Une espèce disparue, c'est une expérience évolutive de plusieurs millions d'années effacées. Un récif détruit, c'est une architecture biologique d'une complexité inimaginable qui ne se reconstruit pas en une génération humaine. Un équilibre écologique rompu au-delà d'un certain seuil, c'est une trajectoire dont nous ne contrôlons plus le terminus. La Terre ne mourra pas. Elle ne l'a pas fait au Permien. Elle ne le fera pas maintenant. Dans 100 millions d'années, quelles que soient les perturbations que nous lui infligeons, elle sera couverte d'êtres vivants, différents de ceux d'aujourd'hui, issus de lignées que nous ne pouvons pas prédire, héritiers d'une évolution qui nous dépasse infiniment. La vie continuera. La question n'est pas la survie de la vie. La question est ce que nous choisissons de préserver de ce monde-ci, de ce moment-ci, de cette diversité extraordinaire, construite sur 500 millions d'années d'évolution complexe, qui est la nôtre aujourd'hui. Les paléontologues qui fouillent les couches de la limite Permien-Trias, dans le bassin du Karoo, dans les gorges de Chine du Sud, dans les Alpes italiennes, dans les steppes russes, lisent dans ces roches une histoire d'une brutalité sans équivalent. Mais ils y lisent aussi autre chose. Ils y lisent la preuve que même après la catastrophe la plus totale que cette planète ait jamais connue, une graine germe, un embryon se développe, une cellule se divise. Et depuis cette cellule, depuis cette graine, depuis cet embryon, avec une patience que seul le temps géologique peut contenir, quelque chose de nouveau et d'extraordinaire commence. Nous sommes cet extraordinaire. Nous sommes le produit de cette résilience. Nous sommes ici parce que quelque chose a survécu à ce que la Terre a déchaîné sur elle-même il y a 252 millions d'années. Et peut-être que comprendre cela, vraiment comprendre, dans ses détails géochimiques et biologiques et évolutifs, est la première étape vers une sagesse que nous avons encore du mal à exercer. La grande mort a eu lieu. Elle a duré. Elle a tout changé. Et la vie en est sortie, meurtrie, appauvrie, méconnaissable, mais vivante. Ce chapitre de l'histoire de la Terre est fermé depuis 252 millions d'années. Le nôtre est encore en train de s'écrire, appauvrie, méconnaissable, mais vivante. Ce chapitre de l'histoire de la Terre est fermé depuis 252 millions d'années.
Le nôtre est encore en train de s'écrire.